C'est bon, c'est parti, Nico. Super. Bonjour à tous. Merci d'être là. Merci Shafik de l'invitation. C'est avec grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Donc effectivement, je suis Nicolas Bonnet. Je suis MVP Enterprise Mobility et j'ai également mon award côté Vim. Donc je suis Vim Vanguard. Donc j'interviens à la fois sur le monde Microsoft on-prem et cloud et dans le monde Vim évidemment. Voilà, donc en projet, donc en assistance technique ou en forfait. Donc voilà, sur de la mise en place, sur du troubleshooting, etc., etc. Et on va voir aujourd'hui un point qui est très, 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 très important, qui est finalement comment sécuriser en fait finalement ces chaînes de backup avec Vim. Pourquoi c'est important? Parce que finalement, ce qu'on s'aperçoit aujourd'hui, et il y en a beaucoup de clients comme ça, c'est qu'on prend un crypto-locker, donc il n'y en a plus rien, mais que ce sont des petits malins, les pirates, en fait, ils ont compris qu'en fait, ils pouvaient crypter tout ce qu'on voulait en restaurer avec nos backups. Donc ils ont dit, OK, puisque c'est comme ça, on va également crypter vos chaînes de backup. Et aujourd'hui, et je peux vous le dire que c'est arrivé à un client sur Aix-en-Provence, on perd les infra complètes, mais également les chaînes de backup. Et ça, c'est arrivé à un client sur Aix-en-Provence où il n'y a eu plus rien. Plus rien. Donc, on s'est débrouillé, on arrivait à peu près à tout remonter parce qu'il y avait des backups, d'autres serveurs de backup et que du coup, on arrivait à peu près à tout remonter. Mais ça a nécessité 3 semaines d'interruption de service, donc plus de prod pendant 3 semaines. Donc, c'est un gros client, très, très gros client, très gros prestataire d'Amazon. Alors, autant vous dire qu'Amazon, c'est le genre de choses qu'ils n'aiment pas beaucoup. Et bien sûr, ça a monopolisé 2 archis à temps plein pendant 3 semaines à hauteur de 8 heures, 20 heures minimum chez nous. Donc, en termes de budget, c'est juste énorme. Donc, voilà, c'est très, très important. Donc, Vim l'a bien compris. Vim a bien compris effectivement qu'il y avait un petit souci à ce niveau-là, il y a un petit trou dans la raquette. Et du coup, ils ont sorti effectivement avec la V11, je crois que c'est la V11, je me sens que c'est la V11, ils ont sorti une petite protection. Et sincèrement, c'est vraiment super parce que c'est ce qui manquait. Alors, si je reprends ma souris, voilà. Donc, pourquoi finalement, comme j'ai dit, pourquoi protéger effectivement sa chaîne de backup? On l'a vu, effectivement à cause de ces crypto-lockers qui viennent finalement crypter en fait ma chaîne de backup, mais finalement également à cause de suppression potentiellement accidentelle. C'est-à-dire qu'en fait, je peux très bien en fait, de manière accidentelle, supprimer ma chaîne de backup. Alors ma chaîne de backup, c'est quoi? C'est l'ensemble des fichiers qui me permettent de restaurer. On va avoir 3 types de fichiers. Des VBK pour la sauvegarde complète. Donc, je fais une sauvegarde complète de mon système. Après, on va avoir tout ce qui est sauvegarde incrémentale. Incrémentale, excusez-moi, je sors de 4 heures d'avant-vente et c'est compliqué, c'est une grosse semaine. Donc, incrémental, donc tout ce qui est VIB ou VRB en fonction de type de sauvegarde que je prends. Et donc, effectivement, quand je parle de chaîne de backup, c'est évidemment l'ensemble des fichiers qui me permettent de restaurer mon système, que ce soit une sauvegarde complète ou incrémentale. Donc, effectivement, ça peut arriver malheureusement de supprimer de manière accidentelle un fichier. Et donc, dès lors que je supprime mon fichier, effectivement, c'est plus compliqué à restaurer puisque ma chaîne de backup est cassée. Et donc, du coup, je ne peux plus restaurer. Alors, effectivement, pour faire ça, Microsoft, Vim, a implémenté en fait une nouvelle fonctionnalité au niveau de ces repositories. Donc, un repository au niveau Vim, pour ceux qui ne connaissent pas Vim, c'est le dossier qui va contenir ma chaîne de backup. Donc, je peux effectivement le mettre sur du Linux, comme je peux le mettre sur du Microsoft. Qu'est-ce qu'a dit Vim? Il a dit, c'est très simple, on va mettre au niveau des repositories Vim une protection particulière qui permet de protéger en fait notre chaîne de backup. C'est ce qu'on appellera des hardened repositories. Donc, effectivement, ça ne marche que sur Linux. On ne peut pas avoir cette fonctionnalité sur Microsoft. Est-ce que ça viendra un jour? Je ne sais pas. En tout cas, ce n'est pas du tout dans la roadmap pour 2022. C'est pas du tout dans la roadmap d'aller dans le monde Microsoft. Voilà, j'arrive de Prague. J'étais à Prague il y a quelques mois, donc chez Vim, pour voir un petit peu la roadmap qu'ils font. Donc, j'ai passé 3 jours avec les équipes produits et c'est pas du tout dans la roadmap, clairement.
Est-ce que ça le sera un jour? Ça, je ne sais pas, peut-être. Attendez, je retrouve ma souris. Voilà. Donc, effectivement, les fonctionnalités de mon repo, de mon référentiel. Alors, quand je vais utiliser mon repo, mon Hardener repository, je vais tout simplement utiliser un identifiant usage unique. En fait, quand je configure mon repository, c'est tout simplement un dossier au niveau de mon serveur. Et pour ça, il faut, pour pouvoir créer en fait ce repository, il faut-il encore que Vim, que mon serveur de sauvegarde, puisse finalement se connecter à mon serveur qui fait office de repository, une fois de plus, que ce soit Microsoft ou Windows. Et pour ça, bien sûr, je dois lui donner en fait les identifiants pour pouvoir se connecter. Et c'est là en fait que ça pose problème. Pourquoi? Parce que finalement, si je donne des identifiants, ça veut dire que le pirate qui a accès à mon serveur de backup peut sans aucun souci, finalement, soit effacer de manière accidentelle, volontairement accidentelle, la chaîne de backup ou la chiffrer. Donc, du coup, effectivement, dès lors que je mets mes identifiants, c'est compliqué. Moi, ce que je voudrais, effectivement, c'est que les opérations soient effectuées sans, effectivement, nécessité d'identifiant. Et donc, c'est ce qui se passe, effectivement, avec les Hardener Repository. Pourquoi? Parce qu'effectivement, on va utiliser un identifiant à usage unique. C'est-à-dire qu'en fait, on va juste utiliser cet identifiant pour installer le composant qu'on appelle le Vim Data Mover. Donc, c'est le composant qui me permet, en fait, de pouvoir déplacer mes données, déplacer entre guillemets, de sauvegarder plutôt mes données finalement de mon repo, de mon serveur source finalement à mon fichier VBK ou VIB ou VRB. Donc effectivement, quand j'utilise en fait un Hardener de repository, je vais utiliser en fait un identifiant à usage unique. Alors, c'est quoi cet identifiant à usage unique? C'est seulement un compte sur mon serveur Linux en fait, qui me permet de me connecter pour installer le composant. Alors évidemment, si mon compte s'appelle Nicolas et qu'en mot de passe, je mets Nicolas, bon, j'ai loupé quelque chose. Il y a quelque chose qui ne va pas bien. Évidemment, ce compte-là, on va, même si ce n'est pas un compte root, même si ce n'est pas un compte avec des droits d'admin très hauts, on va lui mettre effectivement un mot de passe très fort. Pourquoi on met un mot de passe très fort? Parce qu'en fait, on va faire un chmod. Alors, vous verrez, après, j'ai documenté effectivement la mise en place, en fait, toutes les différentes phases. Alors, et du coup, il va devenir en fait propriétaire du dossier qui contient le repository. Donc, ça veut dire finalement la faille, elle n'est plus côté Vim, elle est côté Linux. Parce qu'effectivement, si j'arrive en fait à choper, en fait, enfin, choper entre guillemets, à récupérer le mot de passe, potentiellement, je peux modifier l'autorisation, je peux faire plein de choses. Alors, même avec le compte, je peux vous assurer que vous n'arriverez pas à supprimer. Mais voilà, c'est quand même une faille. Donc, on va mettre effectivement un mot de passe très fort, en fait, parce qu'effectivement, on ne met pas de mot de passe simple sur un compte utilisateur, que ce soit un simple utilisateur ou un admin. Alors, après, on va respecter effectivement les bonnes contraintes, les bonnes, ce que dit l'ANSSI, c'est qu'on va créer effectivement des cercles, en fait, avec des politiques différentes. Premier cercle avec effectivement les comptes, un premier ring avec les comptes admin en mot de passe, c'est une politique extrêmement forte, un peu moins fort pour les comptes de service et effectivement beaucoup moins fort pour les comptes utilisateurs, tout en restant logique sur les mots de passe. On va éviter les mots de passe si l'AZERTY. Voilà. Donc, il y a des outils qui permettent de le faire. Donc, effectivement, ce compte identifiant à usage unique, excusez-moi, il est utilisé uniquement lorsqu'on ajoute le serveur en fait, à notre infrastructure de sauvegarde. Pourquoi? Parce que quand je veux rajouter en fait, mon Hardener de repository, je vais d'abord devoir rajouter mon serveur. Je vais d'abord devoir rajouter mon serveur. Je vais devoir rajouter mon serveur, je vais arriver à mon infrastructure de sauvegarde. Et pour ça, je vais effectivement utiliser ce compte-là. Une fois que mon Vim Data Mover, donc une fois que le serveur a été ajouté, le composant de Vim Data Mover a été installé sur le serveur, cet identifiant ne sera plus utilisé. Et c'est ça, effectivement, c'est là où est la force, en fait, du repository Linux, c'est qu'effectivement, voilà, je n'ai pas de compte qui traîne. Autre gros avantage, finalement, c'est l'immuabilité. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai sécurisé en fait, mon repo Linux avec un compte à usage unique, mais
finalement, rien ne me dit qu'effectivement, le pirate ne peut pas casser mon mot de passe ou autre. Donc, je vais effectivement rendre immuable ma chaîne de sauvegarde. Ça veut dire quoi immuable? Ça veut dire que pendant X jours, je vais indiquer que les fichiers qui sont présents dans mon repo ne pourront pas être supprimés. Alors, il y a une petite erreur, je vous prie de m'excuser, je la corrigerai. Ce n'est pas le job de backup, c'est le repository. Je viens de le voir. C'est effectivement cette option, elle est présente dans le repository, où en fait, on va indiquer que toute sauvegarde positionnée en fait, dans ce repository, les fichiers de backup, la chaîne de backup, ou les chaînes de backup, si j'ai plusieurs jobs de sauvegarde, seront immuables pendant une durée de X. Alors, j'ai des durées un peu plus loin, je crois que c'est 7 jours minimum de mémoire et 9999 jours maximum. Je dirais qu'il faut rester logique. Alors, on peut mettre 9999, ce n'est pas un souci. Ça va juste vous coûter énormément d'espace disque. Voilà. Et clairement, en fait, restaurer une sauvegarde de 9999 jours, je ne vois pas trop l'intérêt. Donc, on va évidemment configurer cette valeur en fonction de notre politique de sauvegarde. Pourquoi? Parce que quand on met en place un Vim, ce n'est pas juste installer un serveur et dire voilà, c'est mon Vim. OK, je vais créer mes backups, c'est fini. Non, il y a pas mal de choses à faire dans la politique de sauvegarde. Et la politique de sauvegarde va consister en fait également à indiquer 2 paramètres qui sont le RPO et le RTO. Je n'ai plus les acronymes, je suis désolé. Donc, RPO, c'est le temps que l'on s'accorde de perdre. Donc, par exemple, si j'ai un RPO de 4 heures, ça veut dire que je m'autorise à perdre jusqu'à 4 heures de données. Le RTO, lui, c'est le temps qu'il me faut pour rétablir le service. Alors, là où c'est compliqué, effectivement, sur un projet Vim, c'est que je vais d'abord devoir classifier mes données, en fait, donc les données les plus critiques, celles qui sont les moins critiques, et appliquer des RPO et RTO différents en fonction de la ressource. Clairement, un serveur d'impression n'aura jamais, quasiment jamais, le même RPO ou le même RTO comme un appli métier qui, effectivement, fait tourner mon service ou fait tourner ma prod. Pourquoi je dis quasiment jamais? Parce que je peux très bien en fait classifier mon serveur d'impression comme critique parce qu'il me permet d'imprimer des bulletins pour la livraison, par exemple. Et du coup, si je peux imprimer, le colis ne peut pas partir. Du coup, mon serveur d'impression devient critique et effectivement, je vais mettre un RPO, un RTO différent. Donc, du coup, pourquoi j'en arrive là? Parce qu'effectivement, pour faire en sorte, je vais vouloir en fait, tout simplement, rendre immuables mes jobs de backup en fonction de ma politique de sauvegarde. Et donc, en plus de définir mon RPO et mon RTO, je vais également définir pendant combien de temps mon backup est immuable. Et c'est là où ça devient compliqué potentiellement, parce que dès lors que j'utilise des RPO et des RTO différents, ça va vouloir dire que j'ai potentiellement des valeurs différentes, donc potentiellement également des repos différents. Donc, du coup, il est important, en fait, il est vraiment, vraiment important de penser à ce paramètre-là. Aujourd'hui, en fait, en face, on a vraiment des professionnels, clairement. Dans toutes les dernières attaques que j'ai pu voir chez des clients, c'est du sophistiqué. Clairement, voilà, c'est pas le petit jeune en fait dans son garage en fait qui a lancé une commande. Non, c'est pas des petits joueurs, c'est vraiment en fait des professionnels. Donc, il faut vraiment faire très attention. Et malheureusement, en France, on n'a pas encore, dans certaines entreprises, on n'a pas encore pris la sécurité passe encore en second. J'ai fait pas mal d'audits ces derniers mois, d'audits AD, audit Azure AD, audit Sécu, environnement MS. Certains clients se demandent vraiment comment ça se fait qu'ils ne sont pas fait pirater. C'est une catastrophe. Alors, certains sont de très bons élèves, d'autres un peu moins. Donc, pensez bien, effectivement, dans tous vos projets, à mettre une couche sécurité. C'est extrêmement important. Alors, qu'est-ce qui va me permettre de faire, effectivement, le fait de configurer cette option d'immuabilité? Tout simplement, le fait d'interdire, effectivement, la suppression pendant un laps de temps. Mon fichier est verrouillé pendant un laps de temps, je ne peux plus rien faire. Et même en route, je ne peux plus rien faire. Voilà pourquoi je vous dis effectivement mettre une grosse valeur au niveau du temps d'immuabilité, c'est risqué. Parce que ça veut dire qu'en fait, pendant ce laps de temps, je ne peux plus supprimer mon fichier.
Alors, si mon fichier fait 3 kilos, ce n'est pas un souci. Mais un fichier VIB, même un fichier VIB de quelques kilos, même un fichier VIB de quelques kilos, pardon, je ne l'ai jamais vu. Donc, c'est effectivement des fichiers qui vont faire plusieurs mégas, voire centaines, voire plusieurs gigas, en fonction de ce que je sauvegarde, évidemment. Donc, voilà, c'est très, 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 très important de mettre la bonne valeur. Au même titre que garder, en fait, 365 jours de points de rétention, ça ne sert strictement à rien. Voilà, on va avoir d'autres politiques, en fait, qui vont venir effectivement archiver les données. Tout ça pour réduire le budget, en fait, le coût du stockage, évidemment. Alors, comment ça se passe pour mon immutabilité? Donc, évidemment, je vais créer mon repository Vim, c'est la première chose. Donc, je vais en fait installer un serveur Linux. Alors, moi, je prends un Debian sans interface graphique parce que je trouve que c'est une hérésie de mettre une interface graphique sur un Debian et ça m'est propre. Hein. Je respecte tout à fait ceux qui mettent une interface graphique sur un Debian. Il n'y a aucun souci. Je n'ai aucun problème avec ça. Moi, j'ai toujours, quand j'ai commencé ma carrière à 16 ans, on m'a appris effectivement à travailler sur du Debian sans interface graphique et du coup, j'ai gardé cette habitude. Voilà, donc du coup, je ne mets pas d'interface graphique. Bon, c'est plus compliqué, mais voilà, c'est comme ça. C'est cette habitude-là, je préfère. Donc, effectivement, je vais installer mon serveur. Alors, on verra les prérequis un peu plus loin, mais il y a un prérequis important, c'est le système de fichiers qui est utilisé. On va en voir plusieurs, on verra ça plus tard, mais il y en a un qui est à favoriser. Donc, effectivement, une fois que j'ai installé mon serveur, je vais ajouter mon serveur. Donc, je vais créer mon repository Vim. Quand je vais créer mon repository Vim, je vais tout simplement ajouter mon serveur Linux dans mon infrastructure de backup qui va contenir effectivement mes différents proxys, qui va contenir mes différents repository Windows, mes différents repository Linux, etc., etc. Au moment où je crée mon repository, Vim va me créer un fichier vim.n.loc. D'accord. Alors, je n'ai plus l'emplacement. J'ai plus l'emplacement de ce fichier. Et en fait, ce fichier, qu'est-ce qu'il va contenir? Il va contenir toutes les informations sur la période d'immuabilité. Donc, évidemment, c'est grâce à ce fichier-là qu'effectivement, le repo est locké. Par la suite, effectivement, je vais lancer mes backups, mes backups d'agents, mes backups de serveurs physiques, mes backups de serveurs virtuels, voilà, tout ce que je veux comme backup. Et je vais effectivement créer derrière des fichiers VBK, donc sauvegarde complète, VIB, incrémental, ou VRB, reverse incrémental. Donc, la différence entre le VIB et le VRB, c'est que dans le VIB, en fait, le fichier le plus… pour l'incrémental, les fichiers les plus récents sont les VIB. Pour le VRB, donc pour le reverse, le fichier le plus récent est le VBK, puisqu'en fait, les données sont stockées dans le VBK. Et en fait, on extrait les données les plus anciennes et on crée un fichier VRB. Le VRB est bien sûr beaucoup plus coûteux en termes de calcul, en termes de vCPU, qu'un fichier VIB. D'accord ? Après, voilà, ça dépend de ce qu'on veut sauvegarder. Ça fait partie de la politique de sauvegarde. Donc, une fois effectivement que j'ai créé mon repo, j'ai bien sûr ma chaîne qui est protégée pour une durée de 7 jours minimum et de 9980 jours maximum. Une fois que ce délai est passé, donc une fois qu'effectivement une fois que j'ai passé le délai d'immuabilité, je vais tout simplement déprotéger. En fait, Vim va me déprotéger mon fichier et je pourrai par la suite, effectivement, il sera supprimé. Et moi, si je pourrais le supprimer également, si besoin. C'est rare qu'on supprime des fichiers de la chaîne de sauvegarde manuellement, mais voilà, en tout cas, je pourrais le faire ou Vim le fera lui quand le temps sera passé. Donc, il faudra bien adapter évidemment cette période en fait d'immuabilité avec vos rétentions. C'est-à-dire qu'en fait, on ne va pas mettre en fait 7 jours d'immuabilité si on a 15 jours de rétention. Parce que ça veut dire qu'on a un trou dans la raquette de 7 jours. Et potentiellement, ça veut dire que j'ai 7 jours qui sont touchés, enfin qui peuvent être effacés. Donc, dans le cas d'un VRB, c'est moins gênant. Dans le cas d'une reverse, c'est moins gênant. Dans le cas d'un incrémental, ça peut être gênant. Enfin, même dans le cas d'un reverse, mais c'est un poil moins gênant. Mais dans tous les cas, c'est gênant. Voilà, parce qu'effectivement, ça veut dire que je perds un historique, en fait. Voilà. Je perds un historique et potentiellement, avec de l'incrémental, je ne peux même plus restaurer plus vieux, en fait. Donc, c'est plus récent. Je peux plus restaurer, potentiellement.
Les prérequis. Alors, les prérequis et les limitations. Donc, évidemment, un hôte Linux. Ouais, voilà, je ne vais pas vous l'apprendre, c'est un hôte Linux. N'essayez pas de le faire sur du Microsoft, ça ne marchera pas. Alors, on va mettre un hôte Linux en 64 bits. Voilà. Ça, c'est un prérequis qui est dû au Vim Data Mover, en fait, qui nécessite un système en 64 bits. Bon, aujourd'hui, je dirais que de toute façon, on installe, enfin, moi en tout cas, pour ma part, je n'installe que des systèmes en 64 bits. Dans mes Linux, je mets du 64 bits, je ne m'embête pas à mettre du 30, je m'embête plus à mettre du 32. Donc, du coup, effectivement, je vais mettre du 64 bits. Au niveau des distries, la Debian, il n'y a pas de souci. L'Ubuntu, pareil, de mémoire. Alors, je n'ai pas testé évidemment avec toutes les distries. Je dirais que la majorité des industries, il n'y a pas de souci. Je pense que CentOS, pareil. Il y a peut-être des distries où ça ne marchera pas. Je ne suis pas sûr, mais enfin, voilà, on va dire dans les distries classiques, en fait, qui sont CentOS, Debian et Ubuntu, il n'y a pas de souci, ça fonctionnera sans problème. Ça fonctionnera sans souci. Donc, au-delà du 64 bits qui est nécessaire effectivement pour le Vim Data Mover, je vais devoir également utiliser un système de fichiers Linux qui va être soit du XFS, du UXT3, UXT4 ou RFS. Évidemment, on va recommander, enfin, on va essayer de partir le plus possible sur du XFS. Donc, généralement, ce que je fais, c'est que je mets un volume de données qui contient ma sauvegarde. En fait, je ne mets jamais ma chaîne de sauvegarde, d'ailleurs que ce soit sur un Windows ou sur un Linux, ma chaîne de sauvegarde n'est jamais présente en fait sur le volume système, hors lab à la limite. Mais sinon, effectivement, c'est toujours sur un deuxième disque à côté, un deuxième disque virtuel ou physique, hein, ça peut être un serveur physique également. Donc, du coup, effectivement, je vais avoir un deuxième volume à côté et ce deuxième volume sera en XFS. Voilà, c'est vraiment comme ça que je monte mes projets, que je monte mes serveurs. Quand je fais un projet chez un client, le système, je le laisse monter le client comme il a envie. Voilà, je sais pas, comme il a l'habitude, ce n'est pas un souci. Ça ne me gêne pas. Par contre, effectivement, je vais monter le volume de données en XFS. Donc ça, généralement, c'est moi qui le fais. Il y a une petite commande. Alors, je l'ai documenté sur mon blog. Si vous allez sur, je crois que c'est inyourcloud.fr, vous aurez tous les articles sur Vim et dont, effectivement, le repo, il n'est peut-être pas à jour, mais ouais, le RDN repository. Donc, le inyourcloud.fr, c'est tout ce qui est Vim, Azure, EMS, donc Intune, Azure AD. Et après, le nibonnet.fr, ça sera tout ce qui sera SCCM, Windows 10, Windows Server. Voilà, c'est un petit aparté. Point très important. En fait, on ne partage pas le repository en fait, entre les serveurs Vim. Pourquoi? Parce que en fait, je peux très bien avoir en fait, plusieurs infrastructures de sauvegarde et finalement faire du croisé, c'est-à-dire en fait, le serveur de mon infra A vient écrire sur le repository de mon serveur B et inversement. Donc, je vais croiser en fait mes backups. Ça, quand je mets du RDNA de repository, ce n'est pas possible. C'est impossible. En fait, c'est le serveur A écrit sur le repo A, le serveur B écrit sur le repo B. Je ne peux pas croiser. Voilà, c'est juste un prérequis. Est-ce que ça va bouger? Peut-être. En tout cas, aujourd'hui, ce n'est pas dans les tuyaux côté Vim. Voilà, il y a beaucoup de choses qui sont dans les tuyaux. Côté Vim, la V12 qui arrive l'année prochaine est vraiment très belle. Voilà, moi, je l'ai vu quand j'étais chez Vim à Prague. Elle est vraiment magnifique. Elle apporte beaucoup de choses qui manquent. Je ne peux pas vous en parler parce que tout est sous NDA, donc ça arrive sur 2022. Je n'ai pas la date exacte de sortie, mais c'est 2022. Et clairement, c'est beau. Franchement, ça fait rêver. C'est ce qui vraiment ils ont révolutionné beaucoup de choses. Ils ont changé beaucoup de choses, des choses qui manquaient, ils ont rajouté des choses qui marchaient un peu moins bien, ils les ont corrigées. Donc clairement, la V12, la V11 était vraiment pas mal. La V12 est vraiment fantastique, clairement. En tout cas, bon, c'est mon côté geek qui parle, mais elle est vraiment bien. Clairement, elle est vraiment bien. Elle est vraiment bien. Donc, voilà, après, que ce soit mes collègues ou moi, on bloguera de toute façon pas mal sur la V12 dès qu'on pourra. Aujourd'hui, on ne peut pas. Clairement, on ne peut pas. Juste pour info, mon bouquin
Vim sort en février aux éditions ENI. Donc, ce sera le premier bouquin Vim V11 Availability. Il a été préfacé par Vim et relu intégralement par Vim. Vim US, pas Vim France, évidemment. Donc voilà, il sort en février aux éditions ENI. Donc pour ceux qui veulent, j'ai une réduction sur tous les bouquins d'ailleurs, en fait, j'ai une réduction. Donc n'hésitez pas à me contacter, je vous ferai part de ma réduction d'auteur. Voilà. Je pense que vous n'aurez pas de mal à me trouver sur LinkedIn ou autre, je ne suis pas inquiet. Au pire, vous demandez à Shafik, il sera vous rediriger. Où j'en étais ? Oui, ici, les prérequis. En continuant en termes de prérequis, alors évidemment, la Vim 11 est nécessaire. C'est-à-dire que si vous essayez de monter un Ardennes Repository en V10, ça va être très, 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 très compliqué. Un repo Linux, vous pourrez le monter, clairement, il n'y a pas de souci. Par contre, vous ne pourrez pas le protéger. Votre repo, ça sera impossible dans le sens où la fonctionnalité en fait, de Ardennes Repository est apportée par le V11. Donc, clairement, en fait, l'identifiant unique en fait, n'est pas connu par la V10. Donc, de toute façon, de mémoire, il n'est pas connu par la V10. Donc, de toute façon, vous ne pouvez pas le monter, il faut du V11 obligatoirement. Après, est-ce qu'on le monte sur un serveur Linux virtuel ou physique ? Moi, je n'ai pas de débat à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'en fait, les deux me vont. Clairement, les deux me vont. Les deux ont des avantages et inconvénients. Clairement, en fait, quand je mets un serveur virtuel, l'avantage, c'est que je vais pouvoir profiter du cluster VMware, en fait, par exemple, et faire en sorte que si mon hôte vient avoir un souci, la VM est automatiquement basculée sur le deuxième hôte. En physique, c'est plus compliqué. Voilà, donc, moi, je n'ai pas de débat à ce niveau-là. Là, je laisse vraiment le client, généralement, quand je fais un projet, le client me demande si je préfère un physique ou un virtuel. Il m'est arrivé que le client me demande si je préfère un virtuel ou un physique. Voilà, clairement, je n'ai pas de souci. Alors après, on va être, on va pas se le cacher, on est clairement souvent en virtuel. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on a des infras de plus en plus virtuelles. Parce qu'aujourd'hui, ça ne coûte rien en fait, de mettre un serveur. Enfin, coûte rien. Le coût est beaucoup plus faible de mettre un serveur Linux virtuel qu'un serveur physique. Donc, clairement, en fait, souvent on est quasiment en virtuel. Voilà, ça m'est arrivé d'avoir du physique, mais ça reste à la marge, ça reste extrêmement rare. Évidemment, enfin, ça va sans dire, hein, on va pétiller le compte-route. Voilà, c'est mieux. Pour des raisons de sécurité, pour plein de raisons, de toute façon, légèrement, souvent les districts, de toute façon, l'interdisent. Et donc, voilà, on va effectivement utiliser un compte utilisateur lambda, sans aucun droit d'administration, évidemment. On ne va pas utiliser un compte route. Pour le coup, Linux a beaucoup d'avancées sur Microsoft parce que sur le monde Microsoft, souvent, en fait, on a l'habitude, malheureusement, d'utiliser effectivement. Attendez, voilà, j'admets. On a l'habitude, d'utiliser des comptes avec des droits d'administration. Alors, ça perdure encore, malheureusement, beaucoup. Je vous dis, pour avoir fait pas mal d'audits ces derniers mois, ça perdure énormément. Et ce qui est là où ça me fait beaucoup plus, là où ça me fait peur, c'est que malheureusement, pour certaines entreprises, ils ont reproduit l'on-prem dans le cloud. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, en plus d'être pas sécurisé côté Active Directory, ce qui est une catastrophe parce que l'Active Directory est une passoire. Quand on ne le sécurise pas bien, c'est une passoire et en fait, il y a des failles un peu de partout. En plus, ils ont reproduit ça dans le cloud, c'est-à-dire qu'en fait, on a les deux côtés qui sont où c'est une catastrophe. Et clairement, pour avoir fait pas mal d'audits, je me suis vraiment arraché les cheveux là. Je me suis dit, mais c'est pas possible en fait. C'est une blague. Malheureusement, non, c'était pas une blague, c'était vraiment la prod. Donc voilà, attention à ça. Et sur Linux, pour le coup, on a beaucoup moins, on le voit beaucoup moins, on a beaucoup moins de compte-route. Donc c'est vrai qu'on le voit beaucoup moins. Les admins Linux sont beaucoup plus sensibles à ça que nous, les admins Microsoft, où on a été habitués à ça en fait, finalement. C'est surtout ça. Autre chose, au niveau attendez, j'admets. Voilà. Autre chose, au niveau des prérequis, on va avoir le port TCP 6162 qui va être utilisé pour tout ce qui est communication entre le proxy et le repo. Donc, rappelez-vous, pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec Vim, le repository, c'est le dossier où je mets en fait toute ma chaîne de sauvegarde, donc mes fichiers VBK, VIB, VRB. Le proxy, c'est un proxy Vim, en fait, c'est lui qui me permet effectivement de backuper ma ressource. Donc, ma ressource, ça peut être un serveur physique, un serveur virtuel, un NAS, qu'est-ce qu'on a comme workload, de l'Azure, enfin, on a pas mal de choses. Donc, du coup, voilà, on va pouvoir effectivement avoir des proxys
on va utiliser des proxys effectivement qui vont faire la relation entre mon workload à sauvegarder, donc ma machine virtuelle par exemple, et mon repository. Donc c'est lui qui effectivement va transférer les données en fait de l'un vers l'autre. Donc c'est très important. Et la communication va utiliser le port TCP 6162. Voilà. Alors on ne voit pas très bien, je ne sais pas si on voit ou pas. Donc, je vous ai épargné en fait toute la configuration du volume en XFS, du volume de données. Alors, pour ceux qui veulent, je pourrais vous le fournir, ce n'est pas un souci. Il y a 4-5 commandes, je crois, à taper. Voilà, ce n'est pas énorme, mais c'est fastidieux. Donc, du coup, je vous l'ai épargné. Donc, là, mon volume est. Je vais juste effectivement installer le paquet en fait. Donc, je fais un apt-get install XFS prog. Donc, c'est vraiment le paquet en fait qui me permet de pouvoir formater mon volume en XFS. Donc, ça, c'est bien sûr un prérequis puisque ce package-là n'est pas compris. En tout cas, dans Debian, il n'y est pas. Donc, du coup, il faut le rajouter. Je n'ai pas rajouté de sources supplémentaires, hormis celles qui sont ajoutées lors de l'installation. Donc, voilà, j'ai fait juste un apt-get install et XFS prog. Et du coup, le paquet s'installe. Hop là, il y a un petit souci. Ah, ok, donc il y a un petit souci, c'est pas grave, on va faire autrement. Ok. Désolé, il y a un petit souci, il y a des slides qui ne sont pas enregistrés. Ok, on va faire autrement, c'est pas grave. Je vais faire passer sur la démo directe. Je vous corrigerai, faut que je voie pourquoi, c'est bon, bizarre. Bref, c'est pas grave. Donc, je vais passer sur un serveur Vim. Ok. Donc, OK, j'ai installé mon package et je vais rajouter mon repository. Donc, je suis ici sur mon serveur Vim, c'est un Vim V11. Donc, j'ai ici mes backup repository, j'ai ici mes repositories Windows et j'ai ici mon repository Linux. Alors, quand je crée un repository, en fait, je lui donne pas mal de choses. Donc, le nom, évidemment. Mon serveur ici, alors moi j'ai utilisé l'IP, c'était mon lab, donc du coup j'ai pas eu envie de créer un enregistrement DNS, évidemment. Évidemment que en production, on va utiliser effectivement, on va utiliser un enregistrement DNS pour faire propre. Donc une fois que j'ai fait ça, alors, je vais essayer de. Ouais, on va voir. Je vais essayer d'enregistrer un nouveau repository. On va voir si on peut le créer. Donc, effectivement, quand je fais populate, il va venir se connecter directement en fait au serveur Vim en fait, et il va tout simplement, voilà, hop, ici, je vais me montrer l'ensemble des volumes. Et le volume, il est ici. Donc, on voit bien du SDB, donc c'est bien mon volume de données. Voilà. Et donc, c'est ce chemin-là que je veux. Hein. Donc, c'est slash repo-vim. En fait, je vais stocker tout ça dans slash repo-vim et ça va effectivement être présent. Et va stocker. Il a été monté sur la cible du montage. Effectivement, c'est le SDB. Une fois que j'ai fait ça, alors ça arrive. Allez. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je vais tout simplement déjà pouvoir sélectionner ici, enfin faire un populate pour vérifier effectivement d'avoir assez de place. Alors, c'est peu d'obligation, mais moi je le fais. Moi, ça me permet de vérifier d'être sûr que j'ai assez de place. Donc, effectivement, il me reste 92 gigas. Et j'ai ici cette option. Donc, make recent backup immutable for, et effectivement, le nombre de jours. Donc, c'est cette valeur-là, en fait, hein, que je ne peux pas descendre en dessous de 7. Hein, vous voyez, je peux la monter, par contre. C'est cette valeur-là que je vais tout simplement, en fait, configurer hein, en fonction, bien sûr, de ma rétention. C'est-à-dire qu'en fait, si j'ai une rétention de 15 jours, comme je vous dis, je ne mets pas 7 jours ici. Il y a un trou dans ma raquette, ce n'est pas possible. Donc, si j'ai 15 jours de rétention, j'ai 15 jours d'immutabilité. Au moins, quand ma rétention termine, mon fichier est déverrouillé. Donc, ça, c'est super important. C'est grâce à ça, en fait, hein, que le repository, que le fichier est locké. Sans ça, en fait, le fichier ne sera pas locké. Donc, si je ne coche pas la case, ce n'est pas locké. Une fois que j'ai fait ça, effectivement, le mode serveur, on s'en fout. On ne s'en sert pas, en tout cas, on s'en sert pas. Si, on s'en sert, mais dans l'exemple, on n'a pas besoin.
et on peut faire un apply. Et il va en fait tout simplement configurer le repository. Alors, je pense que je ne pourrais peut-être pas rajouter un autre repository. On va essayer. Voilà, donc mon repository est en cours. Allez, dépêche-toi. OK, next, finished. Donc, effectivement, ah si, peut-être, backup repository. Donc, comment on fait pour créer un repository? C'est très simple. Hein. Donc, depuis backup repository, hein, je fais soit ici add, soit je fais ici add, tout simplement. On a 4 types de repository, les direct attached storage. Donc, c'est ce qui est mon cas, puisque en fait, ma VM Linux, le stockage est attaché, c'est un volume local. Ce n'est pas un volume, effectivement, de type partage réseau. Ce n'est pas non plus du blob, ce n'est pas non plus une appliance. Donc, effectivement, c'est du direct attached storage. C'est du Linux. Je donne un nom. Alors, je n'ai pas allé jusqu'au bout, donc de toute façon, je n'ai pas allé jusqu'au bout, donc je mets test. Et donc, c'est ça que je voulais vous montrer. Effectivement, c'est à ce niveau-là où je vais pouvoir rajouter en fait mon serveur repository. Et c'est à ce moment-là en fait que je vais sélectionner en fait mon compte à usage unique. Donc là, si je fais un add new, en fait, il me donne quoi? L'adresse IP. Alors, je vais faire 10.13.142.5. Il n'existe pas, mais c'est surtout pour montrer les options. Et en fait, si je retrouve tous mes crédentiels, donc ici, effectivement, ça, c'est pour une appliance Linux. D'accord. Donc, effectivement, je n'ai pas de quoi me connecter. Donc, je vais faire un add, tout simplement. Et je retrouve ici plusieurs choses. Linux account, donc effectivement, un compte classique, en fait, avec un login, un mot de passe, et Vim garder effectivement ce login, mot de passe au même titre qu'il a fait pour mon appliance ici. D'accord. Le Linux Private Key, je n'ai jamais utilisé. Voilà. Et le deuxième, c'est le Single Use Credential for Hardened Repository. Effectivement, dès lors que je veux un repository de type Hardened, du coup, effectivement, j'utilisais un identifiant à usage unique. Et donc, qu'est-ce que je retrouve? En fait, ici, je donne mes identifiants, mon mot de passe. Hop là, pardon. Voilà. Et je vais pouvoir également dire utilise SU hein, si jamais le sudo ne fonctionne pas. Saisis le SU et là, pour le coup, je vais devoir saisir mon mot de passe. Donc là, pour le coup, il garde effectivement, j'ai une deuxième ligne qui est rajoutée. Alors, je ne vais pas faire next parce que du coup, il va essayer de se connecter et qu'il n'y a pas de serveur derrière, donc du coup, ça ne marchera pas. Mais voilà, c'est surtout pour vous montrer en fait comment faire. Une fois que j'ai fait next, il va faire ça en review, apply, il va créer, donc il va se connecter au serveur. Et à partir de là, je vais retrouver en fait les mêmes fenêtres que j'avais tout à l'heure, hein, le repository où je sélectionne en fait le volume. Je sélectionne le volume à ce niveau-là, pardon, je fais un populate, je sélectionne le volume. Je configure par la suite effectivement la période d'immuabilité. Une fois que j'ai fait ça, qu'est-ce que je fais? C'est très simple. Je vais au niveau de mon onglet Home. J'ai ici mes jobs. Et dans mon job, en fait, je lui ai dit, ici, je lui ai dit en fait de sélectionner, hein, d'utiliser mon Hardened Repository. Donc, je retrouve en fait l'intégralité de mes repositories et je vais stocker en fait cette sauvegarde-là dans mon repository. Donc, dans le cas où j'ai plusieurs backups, à moi de sélectionner un repository adéquat. Ouais. Quoi vous dire de plus? Si ce qui va me laisser me connecter, il ne me laissera pas me connecter. Je vais essayer de récupérer Putty. Alors, je suis désolé, parce que j'ai un petit souci avec mon outil, donc du coup, il ne marche plus. J'essaie de récupérer Putty. Non, ce n'est pas putty.com. Dommage. Bougez pas. Le fameux super outil qui est Internet Explorer. C'est Google que je voulais. Et là, je tape Putty. Désolé. Donc, du coup, download it. Tu es où? Il y a un truc là. J'ai loupé quelque chose là. Il y aurait déjà Putty dessus. Alors attendez, parce que j'ai peut-être mis Putty déjà dessus.
Non, je ne l'ai pas mis. Alors pourquoi il ne veut pas me le mettre? Ok, bon. C'est pas grave, on va faire autrement. C'est l'effet démo. Bienvenue, bienvenue dans l'effet démo. Ah non, est-ce que ça serait pas... Non, c'est ça. Je ne sais pas pourquoi il ne veut pas me le télécharger. C'est toujours download, je suis pas fou quand même. Et devant mes yeux, je ne le vois pas. Bon, bref, c'est pas grave. Ah si, voilà, c'est bon. Allez. Ah ouais. Ok, bon, Internet Explorer, effectivement, on va utiliser un vrai navigateur. Alors, si je prends hop, ici l'URL pour la mettre ici. Voilà, peut-être ça va mieux marcher comme ça. Non plus. Bon, je suis désolé, je ne vais pas vous montrer avec l'outil, mais c'est pareil, je vous montre avec Vim, c'est pareil. On essaye. Dernière tentative. Outil. OK. Ah oui, voilà, c'était pas sur mon site, ce qui me semblait. J'ai pas un exécutable. Si. Outil. OK. Donc, si j'essaie de me connecter. Ah oui, je n'étais pas sur le bon site. Désolé. IP de mon serveur, c'est 10.13.142.6. Yes, accept. OK. Je vais encore avec Nicolas. OK. Si je vais à la racine. Est-ce qu'il me laisse? Donc, j'ai essayé de me connecter, effectivement, de vous montrer le... Oui. Je mets la racine de... Oui, c'est ça. Donc, ici, j'ai bien mon repo Vim. J'ai bien mon repo Vim. Si je fais un cd repo Vim, donc je rentre bien dans mon dossier. Dedans, j'ai bien mon dossier backup. Parfait. Je rentre mon dossier backup. ls. J'ai bien ici le dossier de ma sauvegarde. Parfait. Là, je vais rentrer. Et j'ai bien mes fichiers ici. D'accord? J'ai mon fichier VBM et j'ai mon fichier VBK. Je vais tout simplement vouloir supprimer ce fichier-là. Donc, je vais faire copier. De mémoire, c'est RM, je crois. RM. RM. Pardon. Et le nom de mon fichier. Et effectivement, il ne me laisse pas le supprimer. Pourquoi? Parce qu'il me dit que l'opération n'est pas permise. Alors que je suis bien connecté en route. Hein, donc, j'ai tous les droits. Donc, effectivement, il m'interdit de le faire. Donc, à la limite, je peux me dire, OK, bah, c'est pas grave. On va le faire depuis Vim. Depuis le serveur Vim, je vais me connecter et puis je vais le faire depuis Vim. Bon, bah, c'est très simple. Hein, je vais aller au niveau de Vim. J'ai ici mes disques. Donc, j'ai ici en fait mon backup et ma sauvegarde. Je vais lui faire un delete from disk et faire oui. Allez. Il va essayer de la supprimer. On va le laisser faire. Donc, il essaye de le supprimer. Et il va se mettre en erreur. Allez, il est en erreur. Vas-y. Allez. Bon, c'est un peu long, mais pour le coup, là, je ne peux pas faire grand-chose. Je ne peux pas l'améliorer, malheureusement. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai après. Hein. N'hésitez pas à les
à les mettre dans le chat, je répondrai après. Donc, effectivement, vous voyez ici, en fait, il n'arrive pas à supprimer mon job alors que je suis l'administrateur de Vim et je veux le supprimer. Pourquoi je ne peux pas le supprimer? Parce qu'effectivement, je suis toujours dans ma période d'immuabilité et qui me dit, OK, mais tu peux le supprimer qu'à partir du 22 décembre, pas avant. Donc, vous voyez qu'en fait, j'ai protégé ma chaîne de backup et dès lors que je vais vouloir le supprimer, ça ne fonctionnera pas. Voilà. Pourquoi? Parce qu'effectivement, ma période d'immobilité n'est pas résolue. Donc, mon fichier est locké. Le fichier est locké, que je passe en shell ou que je passe effectivement en graphique au travers de Vim, je ne pourrai pas effectivement restaurer, je ne pourrais pas supprimer, pardon, excusez-moi, je ne pourrais pas supprimer mon job puisqu'effectivement, il est protégé. Voilà un petit peu comment ça se passe. Donc, ce n'est pas très compliqué à mettre en place. Mais voilà, ce n'est pas compliqué, mais il faut le faire. Il faut le faire parce qu'effectivement, c'est super important de protéger sa chaîne de backup. Alors, pour moi, ce n'est pas juste finalement de mettre sécuriser son infrastructure de backup, c'est finalement pas juste mettre en fait un Arden Repository et dire bah, c'est bon, ma chaîne de sauvegarde est protégée. En fait, la sécurité, c'est un ensemble. C'est pareil pour l'Activatory. Ce n'est pas parce que j'ai mis un mot de passe fort que d'un coup, mon infra devient super sécurisé. En fait, c'est tout un panel qui fait que mon infra est sécurisé, pas juste en fait un point parce que j'ai mis le point 1, ah bah ouais, c'est bon, ok, je suis sécurisé. Ben non, en fait, c'est tout un panel. Et donc, du coup, effectivement, l'Arden Repository fait partie de ce panel, mais c'est la sécurité dans son ensemble qu'il faut voir au niveau de votre infra de backup. Alors, l'avantage avec Vim, c'est qu'on n'a pas non plus 50 000 solutions. On en a une qui est pas mal aussi. J'ai essayé de restaurer en fait ma VM. Je ne vais pas aller jusqu'au bout de la restauration, mais je vais surtout vous montrer. Donc ici, effectivement, je souhaite restaurer cette VM. Parfait. On s'en fout. L'emplacement d'origine, OK. C'est la fenêtre juste après que je vais vous montrer le Security Restore. C'est une autre fonctionnalité de sécurité, de sécurité qui a été implémentée dans Vim. Pourquoi? Parce que finalement, OK, j'ai un backup. Donc, je me suis pris un malware sur ma VM. Donc, je restaure, puisque j'ai ma sauvegarde, donc je restaure. Sauf qu'il s'avère qu'en fait, mon malware, il est beaucoup plus vieux que ce que je pensais. Et du coup, en fait, qu'est-ce que je vais faire quand je vais restaurer? Je vais restaurer ma VM infectée. Et du coup, on boucle. Donc, effectivement, c'est quelque chose qui n'existait pas. Alors, je crois que c'est arrivé avec la V10, V10, il me semble. Ça a été implémenté avec la V10. Donc, de mémoire, hein, excusez-moi si je me trompe, mais je ne dois pas me tromper de beaucoup. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On va pouvoir en fait procéder à un scan antivirus avant de mettre la machine en production. Alors, s'il n'y a pas de virus, il n'y a pas de virus. C'est parfait. C'est pas de malware. Hein. Elle est mise en prod et c'est fini. Par contre, si jamais je trouve un malware, qu'est-ce qui se passe? Soit effectivement, je vais continuer la restauration, mais je vais désactiver les paramètres, les cartes réseau pour pas en fait que ça vienne infecter mes autres machines. Et après, au travers de la console, je vais pouvoir me connecter, au travers de la console VMware, me connecter et finalement régler les problèmes plus ou moins facilement, mais je pourrais régler le problème du malware. Soit je dis non, attends, s'il n'y a jamais un virus, non, surtout tu arrêtes, tu annules tout ça. Après, il y a l'option scan image entière-image. Alors, attention, là, l'opération de restauration va être longue. Là, ça va être potentiellement, ça peut être long. Voilà, ça peut être très long. Ça peut être très long, mais voilà, le gros avantage, c'est que vous allez restaurer vraiment une machine virtuelle. Alors, à 100%, non, parce qu'on ne peut jamais dire à 100%, mais au moins qui va être sécurisé, qui va être protégé, qui va être libéré de ces malwares. Voilà. Donc, ça ne veut pas dire qu'on n'est jamais sûr à 100%, évidemment, mais en tout cas, on a fait un scan antivirus, un scan anti-malware, il n'y a pas de malware qui a été détecté. Voilà, on a quand même fort pourcentage de chances que ça se passe bien. Après, il y a toujours le pourcentage de chances où effectivement le malware est passé au travers des mailles du filet et que du coup, il est toujours sur la VM. Bon, ok, voilà. Et c'est un risque, malheureusement, qu'on aura tout le temps.
Voilà un petit peu pour la sécurité dans Vim. Il y a beaucoup de choses qui arrivent en termes de sécurité dans Vim. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Enfin, sur la prochaine version, sur la V12. Restez à l'écoute en 2022. Vous verrez qu'il y a pas mal de belles choses qui arrivent côté Vim. Vraiment. Vraiment. Je vais essayer de répondre aux questions. Est-ce qu'il y a des questions déjà? Ouais, merci, merci beaucoup, Nico, pour cette belle présentation. Donc, comme Plaisir. d'habitude, on va les slides avec complet, on va vous les Ouais, ouais. partager Je te le dès que renvoie. vous nous Désolé. envoyez. Voilà. Oui, il y a pas mal de questions qui ont été posées, ce qui est normal sur ce sujet-là. Il y avait la première, je vais prendre en l'ordre, après j'ai vu qu'il y a une question de Saxe. Les grands clouds comme Amazon n'ont pas de système anti-crypto. Euh, Les grands Alors, je ne suis pas sûr de fournisseurs de comprendre la cloud. question. Les Je suis grands pas sûr de comprendre. fournisseurs de cloud tels qu'Amazon, Azure, est-ce qu'il n'y a pas nativement des systèmes anti-crypto en fait? Oui, alors en fait, sur les VM Azure, il y a l'extension pour les anti-malware. Mais je peux quand même, en fait, avec Vim, on peut faire de la restauration. On peut faire une resto, en fait. On peut faire une resto. On peut faire une resto en fait dans un Vim en fait. En fait, ma VM qui est ici en fait, je peux très bien en fait la restaurer directement en fait dans Azure. Et une fois de plus en fait, je vais avoir la possibilité de restaurer. Après, alors Amazon je connais pas du tout. Azure, il y a oui sur les VM, il y a l'extension pour avoir l'anti-malware. Et de toute façon, vous avez Microsoft Defender. Donc, de toute façon, vos VM sont équipés les VM Windows sont équipés de Microsoft Defender. Donc, de toute façon, il y a Microsoft Defender. Et donc, oui, oui, oui. Je ne sais pas si je réponds à la question. Donc, si jamais je ne réponds pas, que la personne n'hésite pas à Ouais, je pense que ça compléter. répond. Je vais enchaîner, il y en a pas mal, hein. Ça descend, c'est quoi les sites? Ah oui, c'est l'âme qui posait la question par rapport euh, ouais, par rapport à Vim Backup Recovery, je pense 11. Comment attacher? Je suis un user de la solution Vim Backup. Comment attacher un robot de bande IBM, sachant que mon Vim est sur une VM et la liaison est faite en fibre? J'arrive à voir le robot dans le gestionnaire des périphériques, mais dans ma repo VM, il m'affiche la cassette hors ligne. Ah, ce n'est pas une question facile. Alors déjà, je suis pas un spécialiste tape. Donc déjà, j'essaie quand même d'y répondre. Comment on pourrait faire? Déjà, je pense qu'il faut essayer déjà, faudrait essayer de voir si on peut inventorier la bande. Est-ce que déjà on arrive est-ce que déjà Vim arrive à inventorier la bande? Est-ce qu'il faut voir aussi si ce n'est pas un problème de pilote? Parce que potentiellement, ça peut être un problème de pilote également. Parce que là, comme ça, je ne vois pas d'autres. Enfin, je vois pas On peut de. inventorier la bande pour voir déjà s'il arrive à y Ouais, déjà, accéder. est-ce qu'on arrive déjà à inventorier et cataloguer les bandes? Déjà, c'est Ouais. déjà pas mal. Parce que ce qui peut se passer aussi, c'est qu'en fait, quand on a une tape, en fait, la tape, on va pouvoir la loquer pareil. Alors, on va pouvoir la loquer en fait sur une durée X en fait. Et au bout de X, elle passe en free, sauf que quand on a plusieurs. Alors, j'ai eu le cas une fois, il faut que je me souvienne, mais de moi, c'était quand j'avais plusieurs média pools en fait. Et j'avais dit à l'admin, redispatche-moi les bons médias, redispatche-moi les tapes d'un bon média pool. Il ne Mm. l'avait pas fait. Et du coup, je m'étais retrouvé sans tape parce que le lecteur me dit bah, j'ai plus de tape parce qu'effectivement, il ne faisait pas partie du bon média pool. Donc, je pense qu'il y a potentiellement juste un problème de configuration. Potentiellement, après, c'est compliqué de répondre comme ça. Donc, je suis désolé de ne pas apporter une réponse complète, mais c'est compliqué. C'est un cas particulier. Le tape, en plus, ouais, c'est particulier. Donc, potentiellement, je pense que ce n'est pas grand-chose. Voilà, je veux déjà voir si on arrive à inventorier, cataloguer les bandes. Déjà, si on arrive, c'est-à-dire que la communication en fait, avec le robot se passe bien, de Vim au tape serveur. Et après, voir effectivement si ce n'est pas un problème juste de media pool ou autre. Mais là, comme ça, c'est difficile de répondre. D'accord, Je suis désolé. pas de souci. Alors, parfois, j'ai des jobs, toujours c'est l'âme. Parfois, j'ai des jobs de backup ou file copy qui se terminent avec erreur si un des fichiers de partage est ouvert par un user. Y a-t-il moyen de forcer le backup même si le fichier ou le dossier est ouvert?
Hmm. Euh, ah. Hmm. Il n'y a J'ai pas, il y pas a de... pas de, il y a pas pourquoi, en fait, ce problème-là, on ne règle pas avec le VSS en général? Bah, le problème, c'est... Enfin, j'ai déjà eu... Alors, sur Vim, j'ai pas souvenir l'avoir eu sur Vim. Parce que je backup directement. En fait, je fais un snapshot de la VM. Donc, en fait, il prend toute la VM. Enfin, j'ai pas souvenir. Après, j'ai tellement eu de trucs, j'ai pas tout en tête non plus, mais ça me dit rien. Je l'ai eu sur d'autres systèmes. Mais normalement, oui, c'est bizarre effectivement qu'il y ait ça. Parce que j'ai lancé des backups en pleine journée, j'ai jamais eu de soucis. Je pense qu'il y a peut-être un problème de VSS ou quelque chose comme ça. Mais déjà, est-ce que la personne peut juste me dire si c'est un serveur physique ou virtuel? Parce que c'est bizarre que ça fasse ça. C'est Anne, Euh, si tu peux compléter. ouais, parce que comme ça, je vois pas. En plus, c'est un backup copy, je crois qu'il a dit, c'est ça? Plutôt file copy, en fait. C'est file Ah, copy un file job. copy. Un Ah, file c'est copy pareil. job. Et il a ce problème-là? À la limite, s'il peut juste m'envoyer. Je vais regarder. Minnesota. Ouais, qui m'envoie le message d'erreur. Mon mail, c'est nbonnet@inyourcloud.fr. Je ne promets pas trouver une réponse, mais j'essaierai. Moi, Ok. je m'en vais ce soir en vacances pour 2 jours, là, enfin pour le week-end. Donc, je n'ai pas d'ordi pendant 2 jours, c'est sûr. Et la semaine prochaine, T'as mais pas je de serai Mac? Même ton Mac que tu viens d'acheter, tu veux pas l'amener? Non, même le Mac, je te promets. Non, je pars au ski, c'est sûr et certain. Ok. Non. Courage, Euh, courage, ça va être dur, Ça va être Nico. dur, je sais. Ça va Ouais, être je dur. sais. Non, mais genre la semaine prochaine, c'est Ok, regardé. bah, je Je ne demande à peux pas trouver Selam de réponse. de Message te d'erreur, ouais. contacter par mail Ouais, par avec le rapport à ce message d'erreur. problème. Ok, Ouais, ouais. Je ne pourrais pas trouver une réponse, hein, mais j'essaierai, en tout cas. ouais. J'essaierai. Pas de souci. Alors, ouais, il y avait David tout à l'heure qui avait réagi quand tu lui as présenté l'immutable de 7 jours. Ça, bien, ça empêche la suppression du backup. C'est bien ça, hein. C'est ça. C'est ce Ça qu'on a empêche, vu en en fait, fait sur la démonstration. ça lock en fait, c'est ça exactement, ça lock en fait ma chaîne de backup, hein, puisque ma chaîne de backup, Ouais, alors là il n'y a qu'un seul fichier VBK, mais dans prod en fait il y a plusieurs fichiers. Et enfin en l'occurrence il y en avait deux, ça lock en fait tous les fichiers qui sont dans le repository, ça les lock pendant 7 jours. d'accord. Exactement, Il y c'est avait ça. K. Lagrange qui posait une question juste avant ça. Bonjour, comment Vim gère les sauvegardes de grosses bases de données de 10 à 20 Tera, que ce soit côté sauvegarde et restauration, en ce qui concerne les temps de sauvegarde et de restauration des Waouh, grosses bases de c'est données. quasiment impossible à répondre comme ça parce que, enfin, c'est quasiment à répondre. Si c'est ici, on peut répondre, mais ça va être compliqué de répondre dans le détail parce que ça va dépendre effectivement de tellement de choses. C'est-à-dire qu'en fait, ça va dépendre aussi de mon infrastructure de stockage, de comment je sauvegarde mon proxy. Ça dépend aussi de comment j'ai configuré mon proxy. Clairement, si c'est une machine virtuelle, bah, j'ai utilisé plutôt un appliance pour y réduire le Hmm, temps. Si je passe par le réseau, bah, clairement, ça va dupliquer le temps. Sur ce type de base de données, moi, je dirais que ce qui peut être envisagé potentiellement, c'est de demander à Vim de faire du snapshot côté B, donc de gérer la B en fait, parce qu'effectivement, ça d'accord, me coûtera moins cher en fait de faire de faire du snapshot côté B que plutôt côté machine virtuelle. Si c'est une VM, évidemment, hein, je pense qu'il y a oui, il y a pas mal de trucs. Après, on réduira jamais le temps. Enfin, ça va pas être immédiat. Enfin, on parle de 10 Tera, c'est ça, je crois, hein, c'est ça? ouais, 10-20 Tera. 10-20 Tera, donc voilà, on ne parle pas d'un truc Alors, la première va faire mal, hein, la deuxième, potentiellement, elle sera plus simple parce que ce sera un incrémental. Encore que, hein, voilà, s'il y a 10 Tera, c'est qu'il y a pas mal de données dans la base. Moi, je pense qu'il vaut mieux jouer avec le stockage plutôt qu'avec le VMware, clairement. D'accord. Euh, comment on appelle ça? Pour la restauration, on peut faire de la restauration granulaire. C'est le plus simple. Après, le problème, c'est qu'on est d'accord, hein, le jour où il faut restaurer les 10 Tera, il faut les restaurer. Et clairement, ça sera aussi lent que le stockage, que le sauvegarde. Il n'y a pas de secret. Donc, ouais, je pense qu'il faut jouer effectivement avec le stockage
mettre du stockage rapide, mais je pense que ça, c'est déjà le cas. S'il y a une base de 10 Tera, c'est qu'il y a du SSD derrière, enfin une baie en full flash. Ça m'étonnerait qu'effectivement, sur des disques en 5400 tours, en tout cas pour une base de données, je n'ai jamais vu, mais pourquoi pas. Donc, ouais, donc peut-être voir effectivement pour intégrer, enfin, faire gérer le snapshot côté B par Vim. Alors, si vous êtes en licence par socket, c'est une licence Enterprise Plus. Si vous êtes en VUL, ça sera compris. Alors après, voilà, une fois de plus, c'est compliqué de répondre comme ça à froid. Je pense que ça nécessite plutôt ouais, un petit projet effectivement d'études, de voir quelles sont les solutions à mettre en place. Parce que clairement, comme ça, c'est compliqué de répondre, mais surtout sur une telle quantité. Ouais, Donc voilà, c'est une des pistes. Il y en a peut-être d'autres. ok. Je n'ai pas tout en tête, mais c'est une des pistes. Et effectivement, ça nécessite quand même de se poser sur la table, de construire un petit plan d'architecture. Enfin, peut-être pas d'architecture, mais voilà, oui, si, quand même, de voir un petit peu l'architecture. Voilà, ça nécessite un peu de temps quand même pour optimiser les trucs. Mais ça, potentiellement, c'est rien. Et voilà, il faut voir. Ok, super. Merci beaucoup. C'est pas fini encore de questions, Non, Nico. mais pas de souci. Pas de souci. Il y a un petit geek là, qui veut te poser des questions. Il y a un petit geek parmi nous là, qu'on a accueilli à la réunion. Tu peux activer ton micro, le petit geek. Je te laisse la poser, je te laisse la poser, Oh, Shafik. vas-y, vas-y. Comme ça me rend Et pause, merci, moi. ouais, bah merci Nicolas pour ta présentation. Avec C'était plaisir. très intéressant, vraiment, avec pas mal de points que tu as pu un tout petit peu expliquer de manière simple. Bah, moi, j'avais une question. Enfin, j'ai été beaucoup attiré par deux, trois choses, et entre autres, quand tu es passé en effet sur ton serveur et que tu es passé route et que tu as tenté de supprimer forcément ce fichier-là qui était lui-même immutable, est-ce Mhm. que tu penses que si tu changes les attributs, tu peux quand même le supprimer? Non. Parce que je le fais depuis Vim, en fait. Et Vim, c'est un autre compte, en fait. Donc, non. En fait, j'ai utilisé deux comptes. Donc, le compte, effectivement, qui est dans Vim, on peut essayer si tu veux. Alors, je n'ai pas les commandes. Hein, donc, Ouais, je mais donne la commande. ouais, je peux éventuellement te dire, bah, déjà, si tu tapes juste avec un ls attr pour voir juste les attributs de ton fichier, donc tout Attends, parce que attaché. Donc, sur Mac, et du coup, là, c'est un PC Windows. Donc, je souffre un peu là. ouais. Mais je vais trouver. Attends, on va faire ça. Je vais faire ça. Fallait pas Euh, changer. Ouais, mais j'aurais jamais dû en fait. Parce que tu vois, là, ça me fait regretter d'être passé. Alors attends, le tiret, il est là. Non, en fait, c'est ls attr, tout attaché. Ah, ls tout est passé. attribute. Ouais, D'accord. ls attribute. Ouais. Ouais, désolé, le Linux, je connais quelques commandes, c'est pas ma spécialité. Ok. Ouais, tu vois, et bah, tu vois, en effet, là, vraiment, sur ton VBK, on voit bien que tu as le flag i, donc qui est vraiment, du coup, immutable. Par exemple, du coup, si tu fais donc, ch attr, Ah donc oui. change attribute, donc moins i, donc pour Ah, dégager le flag, et sur ton, du coup, ça va être sur le VBK. Alors attends. Attends, je l'ai encore dans le cache. Non, je ne l'ai pas pas dans le cache, dans le. Attends. Ok, attends, je recommence. Là, Ok. tu peux juste checker normalement, revenir avec enfin, du coup, la commande Ah précédente oui, ok, attends. Alors, LS, au niveau des attributs, ouais. Encore, LS7TR. ouais, ok, Et il y est toujours. Et ouais, ouais. j'ai pas l'impression qu'il l'a fait, hein, le changement d'attribut. non plus, j'ai pas l'impression, non. Le problème, c'est qu'attends, comment je peux faire ça? Si, attends, je sais. Peut-être comme ça. Si là, je lui mets ça, je pense que ça va peut-être l'aider. Peut-être que c'est ça qui ne lui plaît pas parce qu'il y a des caractères un peu particuliers et que ça doit pas ça doit le faire chier. Hop, c'est là. OK. Là, je pense qu'il me l'a pris. Si je refais Ouais. un LTTR, Eh ça ouais, va Ouais, il il a a fait pris. sauter l'île. Et donc maintenant, enfin, du coup, si tu essaies de supprimer le fichier que tu. Ah, RM. Oui, attends, mais je dois Ouais, le c'est ça. reprendre. Ouais, c'est ça, ouais, c'était un RM, mais voilà, il faut juste que tu retrouves le fichier que tu voulais supprimer, ouais. Attends, tu sais quoi, on va faire ça. et ce serait. RM. Pas vrai.
Mais c'est pas possible. Attends, bouge pas. Ouais, bah, faut que tu échappes. Ouais. Faut que je vire. Attends, c'est où? Le RM, il est où là? Il est là. Ok. Ouais. On va faire ça. Si je fais un LS. Ah, si je fais LS, il a supprimé. Ouais, il a supprimé. Ok. Ouais, donc tu peux effectivement le virer comme ça. Ok, tu vois, Ouais, bah oui. Enfin, Mais ouais, en c'est fait, du coup, en fait, c'est un tout petit peu ce que je pensais, c'est que après, pour le coup, je vais pas en parler là, on pourra en parler derrière, ouais, parce mais que c'est enfin, fou ça quand même. quand tu as présenté, il y a beaucoup de choses qui ont attiré un peu mon attention, mais ouais, voilà, bref, on pourra en discuter après un tout petit peu avec plaisir. en aparté, quoi. Voilà. Avec plaisir. Pas de souci. Bah écoute, tu vois, je n'ai jamais essayé. Donc du coup, bah, comme quoi, tu vois, je pourrais plus le dire. Après, c'est pour ça, d'ailleurs, c'est pour ça que je disais aussi de bien mettre des mots de passe complexes et effectivement de pas juste de pas s'appuyer que sur le repository et que finalement le repository Ardent Repository, ça n'est qu'un élément de la sécurité en fait. À un moment Ouais. donné, Exactement. voilà. Mais Bah, écoute, c'est merci. Clairement, ouais, ouais. je. Bah, il y a pas un bounty là pour ça, que ça? Euh, Non, mais sérieusement, je pose la question là, à vous deux spécialistes. Ça me paraît fou qu'on puisse juste changer l'attribut aussi ouais. facilement et Je vais le faire remonter à Vim, parce que là, clairement. Je vais le faire remonter à Vim, clairement, tu vois, je vais le faire remonter. Merci en tout cas du truc. Moi, je vais le faire remonter aux personnes que je connais chez Vim, en disant que euh, voilà, on est jusqu'à là. de contacter Sax. De contacter exactement. Non, merci en tout cas, parce que clairement, c'est vrai que je me suis. Ouais, ok, bah, merci pour le coup. Bah non, je t'en prie, c'est totalement normal, tu vois. Enfin, le but, c'est un Ouais. peu d'améliorer nos différents produits de sécurité, et puis voilà, Exactement, quoi. exactement. De toute façon, c'est comme ça qu'on progresse, hein. Et Voilà. il te posait une question juste après, Bon, justement bah là, sur. maintenant, je pense que j'ai la réponse. Mais non, C'est tout à bon, fait, il n'y a pas de bug parce que bounty. pour le coup, non, non, bah non, enfin, je pense qu'ils n'en ont jamais fait, mais il y a surtout aussi énormément d'autres fonctionnalités que tu as présentées. Mais ouais, enfin, en tout cas, en D'accord. tant qu'attaquant, je vois totalement comment je pourrais les attaquer, quoi. Alors, attention, oui, on est d'accord, hein, enfin, je n'ai jamais dit que le Hardnet Repository ou effectivement le scan anti-malware est la protection ultime, hein. Clairement, en fait, toute solution, et on l'a vu là, clairement, toute solution a ses failles, a ses limites, et je pense qu'effectivement, il y a sûrement des possibilités d'attaquer, clairement, clairement, bien sûr. Clairement, j'en suis persuadé. Hmm. J'en suis persuadé. Et pour moi, c'est pour ça que je disais, et je reviens sur ce que je disais, c'est pas pour répéter, mais pour moi, la sécurité, en fait, c'est pas juste en fait mettre un élément et dire j'ai mis un élément parce que clairement, en fait, je peux mettre un mot de passe fort pour mes contrôleurs domaine, comment on appelle ça, pour mes comptes admin du domaine dans Active Directory. Est-ce que pour autant, je peux dire qu'on a des sécurisé? Mais loin de là, loin de là. Et clairement, tu vois, enfin, je suis complètement d'accord avec toi. Ça reste effectivement, ça rentre dans une politique de sauvegarde qui est d'une politique de sécurité, excuse-moi, qui dit C'est global. qu'effectivement, voilà, qui est Hmm. globale en fait. Il faut voir ça dans sa globalité. Ouais. Clairement, se dire ouais, j'ai mis un repository ordonné sous Linux, c'est bon, je suis tranquille. Bah, non, oui, tu es tranquille pour 9 cas sur 10. Et on a vu qu'effectivement, bah, le dixième cas bah, il n'est pas géré, mais il sera géré effectivement par le fait de mettre un mot de passe complexe ou très complexe sur du root, voilà, ou par d'autres biais. Après, voilà, je suis moins à l'aise avec la sécu Linux parce que ce n'est pas clairement pas mon métier. Mais je pense que toi, tu seras peut-être plus à l'aise que moi sur la sécu Linux. Donc voilà, et je pense qu'effectivement, c'est dans sa globalité qu'il faut voir le truc. Clairement, je suis complètement d'accord avec toi. Ok, En tout cas, merci. merci. Il y avait encore une petite Ouais. question de Monsieur Moon. Un malware non détecté embarqué dans le flux de sauvegarde ne peut-il pas se réveiller directement sur l'environnement de sauvegarde? Alors, sur l'environnement de sauvegarde, non, parce que ça reste un fichier VBK, donc la VM, elle est éteinte. Enfin, alors, si j'ai bien compris la question, hein, Ouais, si c'est dans le fichier VBK, le malware, il va se réveiller hors malware. Je ne les connais pas tous, hein, évidemment, mais hors malware, enfin, en tout cas, les malwares que je connais, pour moi, il va se réveiller dès lors que je restaure ma VM, si ouais. c'est dans la VM. Euh,
s'il passe le scan anti-malware, hein, évidemment. Une fois de plus, hein, c'est pas la sécurité optime. C'est pas la sécurité. C'est pas parce que je mets un scan anti-malware que d'un coup, c'est bon, je suis sécurisé à 100%. Pour moi, non, je vois pas comment l'anti-malware qui est dans le VPN. En tout cas, j'ai pas eu ce cas. Le malware qui est dans le Je sais pas si, moi non plus, j'ai jamais entendu. Je sais pas si Clément, dans le backup, Non, possibilité non, en fait, d'injecter. Ouais, non, c'est vraiment impossible quand tu as vraiment un malware aussi virulent qui puisse être. Bah, par exemple, si on prend, je pense, un des plus connus sur ces 10 dernières années, en tout cas entre 2010 et 2020, WannaCry, entre autres. Bah, WannaCry, tu as beau l'avoir, tu le mets sur ton disque, bah, même en fait, bah, même du coup, mais directement sur ta machine, dans un zip, dans un TRGZ, dans tout ce que tu veux, tant que tu l'actives pas. En tout cas, voilà, tant que vraiment tu vas pas du tout l'activer, bah, sa charge active ne sera jamais du tout délivrée, quoi. Donc, il n'y a aucun souci. D'accord. Par contre, la seule chose, c'est que forcément, si tu as certains antivirus, voire certains EDR maintenant, qui sont un tout petit peu plus intelligents, qui vont faire des scans à l'intérieur, bah forcément, en fait, ils vont Oui. voir la signature, ils vont te le remonter. Mais typiquement, si tu mets, bah, d'ailleurs, en fait, un truc totalement con, hein, tu as beau prendre bah, le malware le plus virulent, mais si tu mets un mot de passe sur ce zip, bah, vu que les antivirus et tous les outils ne peuvent pas aller regarder ce qu'il y a à l'intérieur, bah, ils n'y verront que du feu. D'ailleurs, c'est pour ça que ça aussi, c'est une petite bah, sécurité que tu peux contourner, surtout quand tu es en entreprise et que bah, parfois, Clairement. tu vois, les antivirus te font chier, bah, tu zippes le truc, tu mets un mot de passe ou tu changes tout simplement l'extension et Clairement. bah, tu vois, ils se retrouvent un peu comme des cons, quoi. Voilà, donc il n'y a aucun souci par rapport à ça. Ce qui est rigolo, effectivement, tu as tout à fait raison, c'est qu'en fait, c'est un truc qui existait déjà. Alors, je sais pas combien. Enfin, moi, c'est un truc que je connaissais, qui était déjà existant déjà quand j'ai commencé ma carrière. Alors, je ne sais pas si on a le même âge, on doit avoir peut-être plus jeune que moi, mais moi, c'est ce que j'avais déjà, Ouais, en il est plus fait. jeune, il est plus jeune. Bon, ok. Ok. Mais, enfin, moi, c'est ce que j'ai commencé, c'est ce que j'avais déjà il y a 15 ans, en fait, quand j'ai commencé ma carrière. Effectivement, on mettait le zip, en fait, tu mettais un mot de passe et les antivirus disaient, bon. Et c'est là où tu vois qu'effectivement, sur ce côté-là, on n'a pas avancé parce qu'en fait, effectivement, alors peut-être une fois de plus, hein, je ne connais pas tous les antivirus, je n'ai pas cette prétention-là. Et puis, moi, je suis plus CQMS que CQ Global, clairement. Donc, clairement, sur MS, effectivement, sur ce côté-là, on n'a pas beaucoup, beaucoup, beaucoup avancé. On est d'accord. Ok. Je pense qu'on a fait le tour des questions. Je regarde encore, je remonte un peu, mais Donc, euh, désolé pour le PowerPoint. Mille excuses, je ne non, sais pas mais ce pas de souci, tu me renvoies et je vais, comme j'ai annoncé tout à l'heure, je vais le partager en fin de journée, en fin de session complète, mettre un lien à tout le monde par mail, comme ça vous pouvez récupérer tous les PPT de tout le monde. Je regarde, donc Vincent nous a rejoint pour la prochaine session. Un grand merci, Nico. Bonnes avec vacances, tu plaisir. as besoin. Ouais, Euh, oui. Repose-toi bien, recharge les batteries et reviens-nous en 2022 en pleine forme. Eh ben, avec grand plaisir. Avec grand Et, plaisir. j'espère que 2022, on te verra à La Réunion comme tu avais l'habitude de venir. J'espère que tu Écoute, reviendras. on croise les doigts. Ouais, On croise les doigts, mais c'est vrai que ça s'annonce compliqué pour le moment. Mais on croise les doigts. ok. On croise les doigts. Là, ouais, là pour moi, j'ai plus de déplacement international. International. Je les ai tous faits. Et, les États-Unis, donc chez Microsoft, c'est annulé puisque à cause du Covid, tout est en virtuel. BP Summit est en virtuel. Ouais. Vim, c'est bon, c'est pas avant octobre, donc du coup, j'ai un peu le temps. Et donc, du coup, ouais, on verra. On Ouais. verra. Repose-toi, ça te fera du bien. Ouais, c'est clair. Merci à tous en tout cas. Merci Shafik. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt et bonne fête à tous. Merci. Au revoir. Hop, on va arrêter le partage.